bonsoir, jeudi 3 décembre, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. La disparition de Valéry Giscard d'Estaing à 94 ans, l'ancien président de la République est décédé hier des suites du Covid-19. Majorité à 18 ans, dépénalisation de l'avortement, des réformes progressistes ont été adoptées lors de son unique septennat entre 1974 et 1981. Valéry Giscard d'Estaing, c'est une vie aussi dédiée à l'Europe. Il est venu en 2005 à Louvciennes défendre le projet de constitution. Initiateur également d'un premier sommet mondial Futur G7 à Rambouillet en 1975. Retour sur ses liens avec les Yvelines et réaction à suivre des principales figures politiques du département. Et puis dans le reste de l'actualité, une journée nationale consacrée au cinéma indépendant. L'objectif, défendre les salles de proximité avec cette année le contexte particulier de la crise sanitaire. Reportage au Claye-sous-Bois et Elancourt. Et invité Gauthier Barra, directeur de la société versaillaise KN5 Productions. En fin de journal également, présentation et découverte du cèdre bleu de Montesson. Il est en course pour devenir l'arbre de l'année. Valéry Giscard d'Estaing s'est donc éteint hier à l'âge de 94 ans des suites du coronavirus. Admis à l'hôpital Georges Pompidou en septembre, il avait été de nouveau hospitalisé à la mi-novembre à Tours. 20e président de l'histoire de la République française. Il est, lors de son élection le 27 mai 1974, le plus jeune président de la 5e République à 48 ans. De centre droit, d'inspiration démocrate chrétienne, Valéry Giscard d'Estaing est le premier président non gaulliste. Son unique septennat jusqu'en 1981 voit l'aboutissement de réformes progressistes, l'aboutissement donc de ces réformes, l'abaissement notamment de la majorité à 18 ans, dépénalisation de l'avortement, libéralisation de l'information ou encore divorce par consentement mutuel, battu en 1981 par François Mitterrand, son adversaire déjà 7 ans plus tôt. Il dédiera le reste de sa vie aux lettres, entrant à l'Académie française en 2003, mais aussi à l'Europe. Nous en reparlerons tout à l'heure. Chantre également Valéry Giscard d'Estaing des relations internationales. Il est à l'origine d'une première mondiale qui s'est déroulée à Rambouillet les 15, 16 et 17 novembre 1975. Les chefs d'État et de gouvernement des 6 pays les plus puissants se rassemblent. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie et le Japon. Un rassemblement à l'initiative du président français. Le choix du lieu se porte sur le château de Rambouillet. Le domaine accueille les chasses présidentielles depuis 100 ans. Cette première réunion est consacrée aux problèmes économique et monétaire. Ce groupe sera nommé le G6 qui deviendra ensuite le G7 qui existe encore aujourd'hui. Et Valéry Giscard d'Estaing viendra d'ailleurs encore à Rambouillet. Il y réunira plusieurs fois des conseils des ministres, notamment en avril 1975 et également en 1978. On continue de parler de cette disparition de Valéry Giscard d'Estaing avec Patrice Carmouze. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'information à TV78. Alors Giscard d'Estaing est l'un des présidents les plus mal aimés de cette 5e République et vous trouvez ce jugement assez injuste. Mais je crois qu'il y avait que 5% des Français qui le considéraient comme un bon président. Il trouvait ça lui-même injuste. Oui, injuste pour plusieurs raisons. Première raison, d'abord, c'est que c'est un Européen convaincu. Il est né en 26 et avant la guerre, donc c'était le dernier président vivant qui avait connu la guerre. Et comme tous ceux qui ont connu la guerre, il considérait la construction européenne comme un gage de paix. Et il y a eu d'abord cet axe franco-allemand avec son ami, le chancelier Helmut Schmidt, et qui a fondé l'Europe, cet axe franco-allemand, dont on dit qu'il est très important dans la construction de l'Europe. C'est à lui qu'on doit aussi l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Il a fait en sorte que ce soit Simone Veil qui soit la première présidente du Parlement européen. C'est à lui aussi qu'on doit le système monétaire européen et même les prémices de ce que sera l'euro. Il avait d'ailleurs trouvé un nom presque français, c'était l'ECU. Il voulait que ça s'appelle l'ECU, l'unité commune européenne. Donc, il a fait beaucoup pour l'Europe. Même si pour des raisons d'ailleurs de politique interne, il est plutôt resté un franco-européen qu'un fédéraliste, et c'est lui qui a aussi écrit le projet de constitution européenne dans les années 2000, qui sera retoqué d'ailleurs par le référendum de 2005. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans ce journal. C'est aussi un réformateur, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, incontestablement. L'IVG, la majorité à 18 ans, le divorce par consentement mutuel. Au fond, il avait été marqué par mai 68. Et il y a deux possibilités quand vous avez été marqué par mai 68. Il y a Chirac qui s'était dit
si on bouge la société française, elle va éclater, donc il est urgent de ne rien faire. Et Giscard qui considérait au contraire qu'il valait mieux réformer la société pour ne pas se retrouver face à des événements comme mai 68. Et il l'a fait souvent en pensant contre son camp, en pensant presque même contre lui-même, contre ses convictions religieuses. Division, on l'attribue beaucoup à Simone Veil, et c'est vrai qu'elle a été extrêmement courageuse, mais enfin c'est lui qui était quand même derrière cette réforme. J'ajoute aussi, alors là il était conseillé par Jean-Jacques Savon-Schreiber, qui considérait que la politique devait protéger les individus contre les désastres, la guerre économique, les difficultés économiques, et c'est à lui qu'on doit par exemple l'indemnisation à 90% du chômage, des gens qui étaient au chômage, ce qui était quand même très courageux. Et que va-t-il rester aujourd'hui de lui, sa personnalité peut-être? Alors, c'est peut-être là que le bas blesse un peu. Il y a eu des côtés formidables. La campagne de 74 était très moderne. Je veux dire, si ça avait été aujourd'hui, il aurait utilisé les réseaux sociaux. Il n'y avait pas, comme les autres, une grande machine politique derrière lui. Donc, il fallait qu'il aille directement face au peuple. Et il l'a très bien fait. Mais c'est vrai que le pouvoir l'a un peu changé. C'est les ors du pouvoir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous connaissez la phrase de De Gaulle qui disait: le problème de Giscard, c'est le peuple. Alors, c'est vrai qu'il était assez maladroit quand il recevait les éboueurs à l'Élysée, quand il a dîné chez des gens, tout ça. Il y avait un côté un peu ridicule quand même. Il n'a pas su vraiment s'y prendre quoi, avec le peuple. Et du coup, sa personnalité, sa politique se sont un peu raidies à la fin du septennat. Il s'est un peu figé. Il faut ajouter à cela un sens de la symbolique qui n'était pas toujours des plus heureux. Vous vous souvenez de son au revoir à la fin de son septennat en 80, qui avait été pas mal repris, sans compter que en 80 aussi il a été emporté par le désir d'alternance. Ça faisait plus de 20 ans que la droite était au pouvoir, et ce sont peut-être ces éléments qui expliquent le jugement des Français. Et il est possible qu'avec sa disparition, ce jugement se change un peu et soit un peu plus juste vis-à-vis de son action politique. Merci Patrice Carmouze, directeur de l'information à TV 78. Alors les hommages pleuvent depuis l'annonce hier du décès de Valéry Giscard d'Estaing. Regardez d'abord ces images à l'Assemblée nationale hier soir. Une minute de silence a été observée par les députés. On précise d'ailleurs que Valéry Giscard d'Estaing a été également député à 6 reprises avant et après son mandat de président de la République. Un moment de recueillement également du côté du Sénat ce matin. Vous l'avez vu sur ces images. Le président de la Chambre haute, sénateur des Yvelines et ex-maire de Rambouillet, Gérard Larcher, s'est lui-même exprimé ce matin chez nos confrères de France Inter. Il salue une intelligence fulgurante et son rôle également dans la modernisation des rapports de la société. Écoutez. Valéry Giscard d'Estaing, il a changé quelque part la gouvernance de ce pays. Moi, je le voyais à peu près chaque année. C'était une intelligence fulgurante, tout le monde le sait. Et je me souviens encore de notre dernière rencontre. Nous avions évoqué pourquoi une réforme constitutionnelle ne pouvait pas être faite dans la pulsion. Parmi les autres réactions, Valérie Pécresse s'est exprimée sur Twitter. La présidente de la région Île-de-France souligne un homme qui croyait en la France et en l'Europe, qui aimait la jeunesse, qui défendit le droit des femmes. Il était cultivé, brillant, enraciné en Auvergne et passionné de politique. Adieu, monsieur le président, nous dit l'ancienne députée des Yvelines, actuelle conseillère municipale de Vélizy, Villacoublay. Droit de vote à 18 ans, IVG, TGV, musée d'Orsay. Alors, non, ça c'est la réaction, de Pierre Bédier qui nous est proposé, le président Les Républicains du département des Yvelines, qui salue notamment un homme de culture, un homme qui a œuvré pour la réforme en France. Droit de vote à 18 ans, IVG, TGV, musée d'Orsay, ça c'est la réaction que nous vous proposons à présent. Indépendance nucléaire, également saisine du Conseil constitutionnel, divorce par consentement mutuel, libéralisation de l'audiovisuel, Conseil européen, élection au suffrage universel des membres du Parlement européen, et tout cela en 7 ans. Ça c'est le bilan dressé par Philippe Bennassaya, député de la 11e circonscription, à propos de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. Passionné d'histoire, le député de la 11e circonscription des Yvelines, ex-maire de Bois d'Arcy, a écrit sur les années de présidence de Giscard d'Estaing entre 1974 et 1981. Un président dont on se souvient finalement peu dans l'histoire et assez injustement. Patrice Carmouze en parlait tout à l'heure. Regardez ce qu'il disait, c'était dans l'émission Café Politique diffusée en 2016 sur TV 78. Valéry Giscard d'Estaing était coincé entre le gaullisme précédent et le socialisme. Et donc,
on a fait de Valéry Giscard d'Estaing une parenthèse politique. Alors que ce n'était pas une parenthèse, je pense que moi, la première grande alternance sous la Ve République, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est pas François Mitterrand, c'est Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il a d'abord imposé un nouveau style, une nouvelle politique française, il a fait monter une nouvelle génération. Et puis, quand vous avez égrené tous les projets et toutes les réformes de Valéry Giscard d'Estaing, c'est un truc incroyable. Je suis persuadé que la postérité rendra justice à ce septennat, peut-être pas à l'homme, parce qu'on a tous nos failles et tous nos défauts, mais la postérité rendra, à mon avis, hommage à cette parenthèse. Il n'est pas à la place qu'il mérite aujourd'hui ? Oui, non, mais d'abord, il a été étrillé par les médias. Qui ne caricature pas aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing ? Ça a été un grand septennat, très honnêtement. Alors bienveillant, oui, pourquoi pas, mais critique aussi, parce qu'il y a eu aussi des erreurs, comme dans tout septennat, il y a eu beaucoup d'erreurs et beaucoup de maladresses, et beaucoup de pseudo-scandales. L'affaire des diamants est un pseudo-scandale qui n'a jamais existé, par exemple. Quelques dernières réactions politiques à vous proposer, celle d'une personnalité yvelinoise politique liée à Valéry Giscard d'Estaing, c'est Nicolas About, maire de Montigny-le-Bretonneux de 1977 à 2004. Il a été aussi député de la 8e circonscription des Yvelines en 1978, engagé dans le parti giscardien de l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Il se souvient d'avoir reçu le soutien du président de la République lors de l'élection législative. Les propos sont recueillis par Nicolas Dandry. Pour moi, Valéry Giscard d'Estaing, ça a été un peu un guide. À partir de 1973, je me suis engagé en politique pour aider à cette transformation qu'il incarnait. J'ai fait la campagne de 1974 et ça a été un réel bonheur que de voir son succès. Et puis, j'ai été candidat en 1978 et je n'oublie pas que le président Giscard d'Estaing a tenu à m'appeler le soir du premier tour pour me dire combien il espérait ma victoire au second tour, donc sur cette 8e circonscription des Yvelines, de Rambouillet, de Trappes. Valéry Giscard d'Estaing est également venu à de nombreuses reprises dans la commune de Saint-Germain-en-Laye. Le 6 mai 1980, il avait notamment visité la maison de la Légion d'honneur. Ce jour-là, le président s'était ensuite rendu à l'hôtel de ville pour un discours avant de se rendre au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, un établissement fréquenté à ce moment-là par Arnaud Péricard. L'actuel maire de la commune avait 9 ans à cette époque et il était élève en première dans l'établissement. Il se souvient de cet instant, interrogé par Michael Elmidoro. Je me souviens très bien de Valéry Giscard d'Estaing descendre la grande allée du lycée international. Il faut bien évidemment se remémorer que Valéry Giscard d'Estaing était un Européen convaincu et que ce lycée, qui à l'époque commençait à se développer avec toutes ces sections internationales, c'était une expérimentation pédagogique qui l'intéressait au plus haut point. Il était venu effectivement non seulement rendre hommage à ses enseignements, mais aussi s'informer sur cette possibilité de dispenser des enseignements en différentes langues en France. Le 12 mai 2005, Valéry Giscard d'Estaing était venu également du côté de Louvciennes pour défendre le projet de constitution européenne. Le référendum sur le traité pour l'établir allait avoir lieu dans quelques jours plus tard en France, car toute sa vie, on l'a dit dans ce journal, il était un Européen convaincu. Avec le chancelier allemand Helmut Schmidt, il participe à la création du Comité pour l'Union monétaire de l'Europe en 1986, est député européen après sa présidence entre 1989 et 1993, président de la Convention européenne dont est issue cette convention, cette constitution européenne, la première dans l'histoire de l'Europe. Écoutez ce qu'il disait à l'époque à notre micro. Depuis 15 ans, il n'y a pas eu en France de grand débat sur l'Europe. Le dernier grand débat, il remonte à Maastricht. Et depuis, les Français n'ont plus bien compris quel était le rôle de l'Europe, comment ça fonctionnait. Il y a eu certain désenchantement sur l'Europe. Et donc c'est bon qu'il y ait une discussion. Cette discussion est utile. Parce que j'ai toujours dit, moi je ne souhaite pas que les Français votent sans comprendre le texte. Je veux qu'ils comprennent le texte et qu'ensuite ils votent de préférence, naturellement, oui. Et donc je pense que ce débat est tout à fait utile. Il ne faut pas lui donner un caractère polémique, parce que ce n'est pas un vote à l'intérieur de la France, c'est un vote en Europe, sur l'Europe. Et le 29 mai 2005, les Français à 54,67% voteront contre ce traité pour établir une constitution européenne. Échec de ce combat donc mené par Valéry Giscard d'Estaing, mais il restera comme l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, comme le précisait déjà en 2018 le directeur de la maison Jean Monnet qui est installé à Bazoches-sur-Guyane.
Avant même d'être élu président de la République, Valéry Giscard d'Estaing avait une vision engagée européenne. Il a été très tôt je dirais impressionné par le projet de première construction européenne et qu'il avait soutenu. Il avait défendu le traité de Rome, même au sein de son propre parti à l'époque. Et puis, bien écoutez, quand il a été élu plutôt président de la République en 1974, c'est une époque charnière importante pour l'Europe, puisque c'est l'époque où on a commencé à s'intéresser à un système monétaire européen qui devait préfigurer la monnaie unique que nous avons aujourd'hui. C'est une époque où on a aussi commencé à parler de certains élargissements de l'Europe. Et puis on était dans une époque encore de guerre froide Valéry Giscard d'Estaing a tout de suite compris aussi l'importance de continuer à faire travailler le couple franco-allemand comme moteur de la construction européenne. Par la suite, quand le président Giscard d'Estaing n'était plus président, il a continué à œuvrer pour la construction européenne. La Convention s'achève aujourd'hui. Son résultat est de proposer la première constitution pour l'Europe. Qui malheureusement n'a pas vu le jour en totalité, puisque vous le savez, en 2005, un référendum d'abord en France puis aux Pays-Bas a rejeté ce traité. On a vu d'abord que l'opinion un peu se détachait du projet européen, et elle s'en détachait parce qu'elle ne voyait plus l'objectif. Elle a vu l'objectif au début parce que c'était la paix en Europe, donc elle voyait bien l'objectif. Puis peu à peu, le système est devenu opaque, ça a été une bureaucratie, ou perçu comme une bureaucratie. On ne voyait pas très bien quels étaient les objectifs, que c'était pour faire quoi. Souvent, on a reproché au traité constitutionnel de ne pas avoir été démocratique. Pourtant, cette convention représentait absolument toutes les sensibilités, tous les partis politiques et la société civile. Mais elle a peut-être pas bénéficié d'autant de publicité, de communication qu'on aurait souhaité. Ces dernières images à vous montrer, celle-ci d'abord qui date de 2018, Valéry Giscard d'Estaing était à Versailles pour le salon Histoire de lire. Homme de lettres également, entré à l'Académie française, il était venu débattre devant l'auditoire de l'université Interage. Et puis ce cliché qui nous est partagé par le domaine de Dampierre en Yvelines, pris dans la cour du château, l'ancien chef d'État était devenu, après la tempête de 1999, le président d'honneur de l'association des Amis de la sauvegarde du parc de Dampierre, ce qui avait permis la replantation d'un bosquet des chimères. Voilà ce que l'on pouvait vous dire, les réactions aussi que nous vous avons proposées dans cette édition au lendemain de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République de 1974 à 1981, s'est éteint hier, mercredi 2 décembre, à l'âge de 94 ans, emporté par le coronavirus. Emmanuel Macron doit s'exprimer à ce propos ce soir, ce jeudi soir à 20h. Dans le reste de l'actualité, tout autre chose, c'est la journée nationale du cinéma indépendant. Après une année très difficile, les cinémas devraient pouvoir rouvrir le 15 décembre si la situation sanitaire le permet. Dans les salles de proximité, on se prépare donc déjà au retour du public dans le respect strict des mesures sanitaires. Reportage au Clé-sous-Bois et à Elancourt avec Astrid Bergère et Patrick Jacques de Dixmude. À l'espace Philippe Noiret, au Clé-sous-Bois, on est prêt à accueillir de nouveau le public dans les 2 salles que compte le cinéma. Cette réouverture est très attendue après une année difficile. Alors 2020, ça a forcément été une année compliquée où on a donc, comme à peu près toutes les salles de France, perdu 50 à 55% de notre fréquentation. Après la réouverture prévue le 15 décembre, le public pourra compter sur la diffusion de films pour tous les publics, comme Adieu les cons d'Albert Dupontel, ADN de Maïwenn ou encore Poli de Nicolas Vanier. Et pour ces séances, le protocole sanitaire sera scrupuleusement respecté. Il y a évidemment du gel hydroalcoolique disponible partout. Le masque est obligatoire dans les salles pour toutes les personnes à partir de 11 ans. Ça, c'est des choses qui sont maintenues. Nous, à l'Espace Noiret, on a mis en place également un sens de circulation. Au Ciné 7 d'Elancourt, même mesure sanitaire. Ici aussi, on tient particulièrement à mettre en avant le cinéma français. On va soutenir les films qui se sont arrêtés de façon brutale. Notamment des films français distribués par des distributeurs français qu'on salue dans toutes les salles de France parce que heureusement qu'on a eu le cinéma français et des distributeurs
qui ont, comme SND, comme Gaumont, Pyramide, Diaphana, etc., qui ont eu le courage de sortir des films, qui ont d'ailleurs été récompensés, puisque ça a bien fonctionné. Pour les cinéphiles, il reste moins de 2 semaines à patienter pour retrouver les salles obscures. Voilà pour le bilan de cette préparation, de ce retour aux salles. Quel bilan maintenant du côté des productions, des sociétés de production? On voit ça avec mon invité Gauthier Barra, bonsoir. Bonsoir. Directeur et fondateur de KN5 Productions. C'est une société de production cinématographique indépendante qui est basée à Versailles. Déjà, une petite réaction sur cette journée du cinéma indépendant. C'est important de le défendre, le cinéma indépendant, surtout avec cette année particulière. Oui, voilà, surtout en ce moment, parce que c'est vrai que le cinéma est très touché, surtout les salles de cinéma, entre les films qui sont décalés, les sorties, même en DVD et tout, donc oui. Ça a été une année particulière pour la production cinématographique où les tournages ont été quelque peu compliqués avec les différents confinements. Alors qu'on arrive à la fin de l'année, quel est le bilan que vous dressez, vous, à l'échelle de votre société? Est-ce que ça a été une année difficile ou est-ce que finalement le bilan est plutôt bon malgré tout? Alors en fait, c'est plutôt bon, donc c'est cool à dire. Parce qu'en fait, on a été primé énormément de fois en fait, sur les films. On avait 2 films en cours. Donc Le Bon Coin réalisé par Laura Richard et Le Service réalisé par Bruno Henry. Les 2 écrits par la même scénariste Marilyn Mailleux. Et en fait, ces 2 films-là ont eu énormément de sélections en festival et de prix. Le Service, par exemple, on peut en compter, je crois, plus de 28 prix avec une 60aine de sélections. Donc c'est plutôt bien dans le monde entier. Parce que les festivals ont pu quand même se dérouler même de manière online. Voilà, beaucoup en online, donc vraiment plus dans le monde entier, donc Hollywood, Londres et tout. Et à côté, on a eu quand même une suppression de tournage sur le 2e confinement, parce qu'il y a eu des manques budgétaires. Bien évidemment, qui devaient arriver, qui ne sont pas arrivés à cause déjà du 1er confinement et du 2e. Des décalages de tournage. On a pu quand même avoir des stagiaires, prendre en charge des stagiaires sur le 2e confinement, mais ça a été plutôt bénéfique. Oui. Donc année, on va dire, sur la production plutôt mitigée, mais en tout cas sur le plan des récompenses, il y a eu des récompenses pour vos productions. On rappelle que lors du 1er confinement, les tournages étaient strictement interdits. Ça a été de nouveau autorisé pour ce 2e confinement. Vous êtes organisé comment du coup? Est-ce que vous avez fait davantage d'écriture plutôt que du tournage? Alors oui, j'ai terminé l'écriture de mon 2e long métrage, qui est mon premier véritable long. J'en avais fait un dans le passé qui s'appelait Je les aime tous, tu le sais. Et donc là, je viens de finir Pas de pays sans paysans, qui est prévu pour d'ici 2 ans le tournage. On prévoit du coup un peu plus loin. Mais on a pu terminer les projets, monter les dossiers de production. Vraiment préparer beaucoup plus les projets à venir. Si on rappelle très brièvement les étapes pour faire un film, comment ça se passe concrètement? Alors donc on a toute la post-production, ensuite on va voir, donc c'est là où on gère tous les dossiers de production, la recherche de financement, les producteurs associés, et ensuite on part sur le tournage, puis la post-production qui va nous prendre encore un certain temps pour arriver au final et à la salle de cinéma. Voilà pour les étapes. Alors du coup, là, les prochains mois, de quoi vont-ils être faits pour vous? Vous le disiez, il y a des tournages qui ont été reportés. C'est ça. Alors, ça nous a permis également de nous faire référencer chez Allociné. Donc on a nos petites têtes, que ce soit avec tous les autres réalisateurs qui font partie de KN5, des scénaristes, de toute l'équipe, et également chez Unifrance, qui est un gros plateau du cinéma. Donc on continue à avancer là-dedans, faire des démarches auprès des villes pour essayer d'avoir le soutien des villes pour les prochains projets, pour les prochains tournages. On développe le programme. Et on retrouve les courts-métrages dont vous parliez, les longs-métrages également, sur le lien internet qui s'affiche en bas de l'écran. Il y a en tout cas les bandes-annonces qui sont disponibles. Merci Gauthier Barra d'être venu parler sur ce plateau de ce sujet, directeur et fondateur de la société de production KN Production qui est basée, KN5 Production, KN5, il faut rappeler le chiffre, production qui est basée à Versailles. Pour terminer ce journal, on part dans la direction de Morpas à l'approche des fêtes. La municipalité bichonne ses seniors. Des distributions de colis gourmets ont eu lieu dans la ville. Plus de 1000 habitants vont profiter de ces douceurs de Noël. Célia Gatsongo.
Pour égayer les fêtes de fin d'année, plus de 1200 colis gourmets ont été distribués en porte-à-porte à Maurepas pour les seniors de plus de 62 ans. Merci beaucoup en tout cas. C'est super. Voilà. Ça aurait été mieux qu'on aille danser et puis faire la fête, quoi. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Petit lot de consolation. Mais voilà, Puisque cette année, Covid-19 oblige, pas de repas de Noël prévu comme tous les ans au gymnase. À ce titre, on a souhaité, avec l'équipe municipale, proposer davantage de colis à tous les seniors qui le souhaitaient pour une personne ou 2 personnes. Donc voilà, on a une équipe de plus de 16 agents qui est mobilisée sur le terrain avec une douzaine d'élus volontaires qui se prêtent au jeu pour aller en porte-à-porte auprès des seniors pour leur remettre le colis pour les fêtes de fin d'année. Comme Véronique Rocher, adjointe à la culture, qui a distribué ce matin-là plus de 15 colis. Bon, bah alors vous avez le droit à votre petit colis de Noël. Bah, c'est gentil. C'est pour 2. Hein. C'est pour 2, absolument. Sinon, oui. Ah oui, non, c'est pour 2. Voilà. Merci beaucoup, c'est sympa. En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Oui. Et dans ce colis surprise, plein de douceur. Écoutez, il y a déjà une belle bouteille de Bordeaux moelleux, du blanc, sublime de canard, le chirol, et puis il y a des petites confitures, un petit bloc de foie gras. Non, c'est pas forcément mon job, mais on a fait appel aux bonnes volontés et je suis vraiment ravie de pouvoir rencontrer les Maurepaziens à cette occasion-là. Je le fais pour la solidarité. Une solidarité attendue par les personnes âgées qui, pour certains, passeront Noël sans voir leur famille. Et je vous parlais en début d'édition de la présentation de cet arbre, le cèdre de Montesson, qui est en course pour devenir l'arbre de l'année. Vous retrouverez ce reportage d'ores et déjà en ligne sur notre site internet tv78.com et sur l'application mobile. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, vous retrouvez Éléonore Sinoquet pour une nouvelle édition. Et dans un instant, ne manquez pas un nouveau numéro de Si on rentrait, l'émission qui vous accompagne pendant cette période de confinement. Belle soirée avec TV78.